Ça veut rien dire de dire je suis nulle avec l'argent. Quels sont nos héritages de croyances? Avoir un regard plus observateur sur nos parents et sur nous-mêmes. Si on est à l'écoute du discours intérieur qu'on se fait, des émotions qu'on ressent et de se sentir bloqué dans nos actions, c'est là où il y a des croyances limitantes. Le fait de ne pas s'éduquer financièrement, ça va creuser encore plus les écarts entre les classes sociales. On peut pas essayer d'évoluer si on met des œillères sur des choses aussi structurantes qu'est la fiscalité. On n'a plus le droit à cette excuse. Les informations sont disponibles. Qu'est-ce qu'on veut? Ça veut dire combien on veut gagner. Ça demande des vraies compétences et ça demande une stratégie. Tu peux établir tout un projet incroyable, t'as oublié la fiscalité. Tu coules, l'État ne te rate jamais. L'argent est un outil et en aucun cas une image de soi. L'argent qu'on gagne ne nous définit pas. Qu'est-ce que c'est la réussite pour soi? C'est important pour un danseur d'intégrer le fait qu'il est entrepreneur. C'est quoi la nouvelle ère de la finance selon toi? Une vision beaucoup plus engagée, déconstruire des systèmes qui ont été mis en place, redistribuer l'argent. Si nos actions ne sont pas alignées avec nos valeurs, il y a une zone floue et dans ces zones floues, il peut rien se passer. L'argent va où c'est clair. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Maëva Deschaux, contrôleuse de gestion, business partner et entrepreneuse. Dyslexique et sans parcours scolaire classique, elle construit pourtant un chemin jusqu'à un master en contrôle de gestion. Elle développe une approche humaine et globale de la finance en explorant le transgénérationnel, les blocages inconscients et notre rapport à l'argent. Fondatrice du média Dear New Era, elle parle d'argent autrement et accompagne notamment des entrepreneurs dans les milieux créatifs. Très connectée au monde artistique, la danse occupe une place importante dans sa vie. Son objectif, réconcilier les artistes avec l'argent et en faire un outil de liberté. Dans cet épisode, on parle de parcours atypique, de croyances autour de l'argent et de solutions concrètes pour mieux gérer ses finances dans les milieux artistiques. Salut Maëva! Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. J'aime toujours ces introductions de comment tu vas, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça fait 1h30 qu'on est en train de boire un petit thé sur mon canapé. Tout à fait. Voilà, parce que ce que je disais à Maëva, c'est que j'aime pas arriver et se mettre derrière un micro, je trouve ça très impersonnel. Donc, et merci ouais. de le proposer. Ouais, c'est important, pour mettre à l'aise. Voilà. Écoute, dans ma petite présentation d'épisode, t'as un parcours pas classique au niveau scolaire et plutôt même atypique de ce que tu me disais dans ta biographie. Sur le papier, rien ne te prédestinait aujourd'hui à avoir la carrière que tu as et le travail dans lequel tu es, parce que tu n'étais pas forcément familière avec les chiffres, et pourtant tu travailles dans la finance. En fait, à quel moment tu t'es dit et tu as décidé de ne pas t'arrêter juste à ça, à ces petites croyances limitantes ou tout ce qu'on a pu te dire dans ton parcours scolaire ou ailleurs. Et voilà, raconte-nous un petit peu comment tu es en arrivé là où tu es aujourd'hui. Tu m'as parlé d'une rencontre, dis-nous tout. Alors déjà, merci de m'accueillir ici. Alors, concernant mon parcours, en fait, je me suis jamais dit à chaque étape que j'allais continuer. Je me suis toujours dit, peut-être que là, ça y est, c'est assez, et donc je vais m'arrêter là. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait une rencontre où j'ai entendu une phrase et une opportunité, du coup, s'est présentée à moi. Et en fait, j'ai suivi le flow et j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire avec un master, malgré ma dyslexie. Quand j'ai commencé, du coup, après le brevet que je n'ai pas eu, au passage, du coup, je me suis dirigée vers une voie plus professionnelle, un BEP secrétariat et ensuite comptabilité. Et en fait, c'est une rencontre que j'ai faite là-bas d'une amie qui m'a appris vraiment à travailler. Je ne savais pas travailler. Et je ne prenais pas plaisir à travailler. Et cette rencontre a vraiment tout changé. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai commencé à prendre goût. J'ai fait un premier stage et ensuite j'ai eu une opportunité d'alternance. Et donc dès 15 ans, en fait, je suis partie dans le monde du travail. Et je crois que c'est ça, en fait, qui a guidé mon chemin, c'est-à-dire que j'ai trouvé le sens à chaque fois dans ce que je faisais. Et je me suis découverte. Il y a plein de questions qui me viennent en tête. C'est quelles sont les phrases, si tu as retenu des phrases ou des mots qui t'ont impacté, qui pourraient aussi peut-être résonner chez les auditeurs, auditrices, quels sont-ils? Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu accompagnes des danseurs, danseuses, entrepreneurs, peu importe la catégorie socio-professionnelle de la personne, est-ce que tu leur poses ces questions-là de pourquoi tu fais ça? Quel est le sens de ton projet? C'est ma première question.
pour moi, j'ai besoin de comprendre, avant d'accompagner quelqu'un, pourquoi la personne fait ça. Est-ce que ça résonne avec ce qu'elle est profondément, ou c'est plus une idée de la réussite qu'on se fait, ou qu'on a envie d'obtenir. Donc ça, c'est vraiment ma première question, et c'est ce qui me guide dans tout ce que je fais. Ta première question, La première, c'était sur les mots un petit peu qui t'avaient marqué, ou les phrases que t'as entendues. J'ai pas de souvenir de phrases. Par contre, c'est plutôt des ambiances et des compréhensions, je dirais. J'ai compris au travers des autres des talents que je n'avais pas encore en vision. Donc, c'était pas forcément des talents de calcul mental, donc très académiques et scolaires, mais par contre, j'avais des talents d'empathie, des talents d'accompagnement. Je posais des questions qui permettaient aux autres de s'interroger sur ce qu'ils faisaient et peut-être de prendre les problématiques sous un autre angle et donc, du coup, de trouver des solutions créatives. Voilà, c'est en me regardant au travers des yeux que j'ai pu comprendre qui j'étais. Ouais, tu parles d'autres formes d'intelligence, du coup d'intelligence émotionnelle, et on a souvent tendance à catégoriser dans une seule forme d'intelligence. Tu me parlais aussi que tu avais une intelligence des schémas de pensée systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu définis ça? Et aujourd'hui aussi, c'est quoi pour toi ta définition de l'intelligence? Parce que je trouve que ça a du lien. Alors, pour moi, il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc, l'intelligence sociale, systémique, environnementale, scientifique aussi. Ça, c'est ce qu'on nous apprend plus à l'école. Pour moi, être intelligent, c'est savoir naviguer dans toutes ces formes d'intelligence en fonction des situations. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément à faire. Et en fait, pourtant, chaque contexte est différent. Donc l'adaptabilité. Exactement. Et l'intelligence financière aussi, on n'en a pas parlé, mais on va en parler du coup aujourd'hui. C'est pas forcément une intelligence. Non, c'est pas, ok. C'est plus, justement, tu me demandais ce que c'était systémique. Pour moi, c'est ça. En fait, l'intelligence systémique, comme son nom l'indique, c'est plutôt en lien avec des systèmes. Donc, c'est d'avoir la capacité de regarder un problème d'un point de vue, de le schématiser en prenant de la hauteur et en fait d'identifier les dépendances, les systèmes. En fait, il y a plusieurs systèmes qui sont interdépendants les uns des autres. Et c'est vraiment ça, cette intelligence systémique. C'est un lien avec les croyances limitantes? C'est-à-dire? Parfois, on peut être bloqué dans un système parce que peut-être qu'on a une croyance, ou une blessure, ou le transgénérationnel dont on va aborder aussi. Tout à fait. Et des fois, on n'est pas capable de voir les autres systèmes qui marchent en parallèle. Ok. Aussi. J'ai une question qui me vient aussi là sur qu'est-ce que ton parcours dit aux gens qui pensent je suis nulle avec l'argent? C'est une question enfin pas c'est une question, c'est un message que j'ai reçu quand j'ai fait un petit post sur toutes les petites phrases que j'avais reçues sur le talk quand j'étais venue avec Dipomag et j'ai une personne qui m'a écrit en me disant moi je suis nulle en fait avec l'argent, je comprends pas. Alors ce que j'aurais envie de poser comme question, c'est est-ce que tu es au clair avec ce que tu veux construire dans ta vie? Parce que l'argent c'est un outil, donc ça veut rien dire de dire je suis nulle avec l'argent. Voilà. C'est ce que j'aurais envie de répondre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Et ce n'est pas une fin d'épisode, justement, on va développer ça. Donc du coup, on peut réussir sans avoir une appétence forcément aux chiffres. Complètement, surtout dans l'ère d'aujourd'hui. Toutes les informations sont disponibles très rapidement. Donc c'est très facile. Par contre, il faut savoir identifier où on en est par rapport à ces compétences-là. Si on ne les a pas, d'aller chercher des informations et de s'entourer de personnes qui ont ces compétences, en fait. Parce qu'on ne peut pas forcément déléguer. En fait, on peut déléguer, mais il faut d'abord comprendre les systèmes et les processus. Et après, on peut déléguer. Comment on définit une compétence ? Par exemple, là, il y a un auditeur ou une auditrice qui nous écoute et qui se dirait « Mais moi, je ne sais pas définir mes compétences. » En termes de finances ou d'une manière... De manière globale. Je dirais c'est peut-être plus une émotion dans le sens où on se sent incapable d'agir. Ok. Voilà. On ne sait pas comment prendre le problème, dans quel sens le prendre, en fait. Et on n'arrive pas à avoir cette vision à long terme de solution.
Ok. L'arrivée au but, en fait. Si on n'arrive pas à avoir l'arrivée au but, c'est qu'on n'a pas forcément la compétence sur ce domaine-là. Et il peut y en avoir plein des domaines financiers, branding, image, communication, créatif, en fonction de qui on est. Toi, t'as eu un déclic pour te dire... Enfin, ça a été quoi le moment de bascule? Ça a été les rencontres? Mais est-ce que c'est le fait de t'être entouré, enfin l'entourage aussi qui est important, le fait de t'être bien entouré, d'entourer de personnes qui avaient d'autres compétences que toi, qui t'ont permis d'approfondir peut-être là où tu avais des lacunes, ou de te rendre compte de là où t'étais, là où tu pouvais apporter justement ton aide à d'autres personnes. C'est... Comment tu t'es rendu compte de tes compétences, toi? Par l'entourage? Par l'entourage et j'ai prêté attention à ce que les autres disaient de moi. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne souvent maintenant, c'est qu'est-ce que les autres disent de toi? Est-ce qu'ils te disent que quand je suis avec toi, je me sens bien, je me sens écoutée, ou à chaque fois tu m'apportes une solution, ou toi t'es dans l'action. Voilà, qu'est-ce que les autres disent de toi? Parce que c'est souvent des choses que nous on voit pas. Oui. Donc je dirais que le monde du travail et mon entourage et mon appétence pour le social, enfin les liens humains, parce que je pense que ça me définit beaucoup, m'ont permis de, à chaque fois, comprendre ce qui me manquait et ce que j'avais. Ouais. Mais par contre, ce que j'avais, ça a mis du temps à ce que je le vois, ou je dirais plutôt, où je l'assume. C'est... au début, par rapport à cette façon de travailler, donc au côté financier, j'étais en doute envers moi-même, et c'est plutôt les autres qui m'ont dit « Mais non, regarde, tu vois, tu y arrives ». Donc je me dis « Ok, une fois, deux fois, etc. » Et au fur et à mesure, en fait, j'ai acquis cette compétence, et surtout, celles que j'avais pas ont pris moins de place que celles que j'avais, en fait. Mais ça avec le temps. Le temps, c'est un très bel outil aussi de développement. On l'oublie, oui. On veut toujours brûler les étapes, mais en fait, le temps est le meilleur maître pour moi. Ouais, complètement. On parle beaucoup de développement personnel, mais un développement, ça se fait pas en 1 heure ou 2. Exactement. C'est sur toute une vie, selon ce qu'on vit, ce qui nous arrive. Et du coup, ça, oui, je reviens sur l'importance de l'entourage. C'est que d'être bien entouré, ça t'a permis de prendre confiance dans des choses pour lesquelles tu pouvais douter. Oh oui, complètement. Vraiment. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. C'est hyper important d'avoir un entourage qui nous inspire. Et aussi que ça doit suivre nos étapes et nos envies de vie. L'entourage peut changer. C'est important aussi de le savoir et d'être OK avec ça. Mais complètement. C'est indispensable, vraiment dans tous les business, dans notre vision d'entrepreneur et même d'humain, l'entourage est très très important. Je reviens sur les croyances. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, toi aussi. C'est quoi une croyance limitante sur l'argent et comment on reconnaît qu'on en a une? Alors, une croyance, donc c'est une idée qu'on croit être la réalité. Limitante parce que souvent elle nous empêche d'agir et c'est comme ça qu'on la reconnaît. Quand ça nous empêche d'agir, je dirais aussi que ça nous provoque de l'émotion, des émotions. Alors que, normalement, la sérénité nous permet d'agir, et la sérénité, c'est justement cette absence d'émotions extrêmes des deux côtés. Donc, voilà, et ça peut être aussi des phrases... obsessionnelles qui reviennent systématiquement dans le cerveau. Donc si on est à l'écoute déjà des phrases du discours en fait intérieur qu'on se fait et qui est obsessionnel, des émotions qu'on ressent et de se sentir bloqué dans nos actions, pour moi c'est là où il y a des croyances limitantes. Ouais, quand tu parles d'extrême au niveau des émotions, ça peut être autant du stress, de l'anxiété que... une extrême joie. Une extrême joie. Complètement. Souvent on va valoriser l'extrême joie, et on va du coup dévaloriser la peur, la tristesse, la colère. En fait, c'est juste un baromètre, ça nous permet de savoir à quel endroit on n'est pas équilibré. Et l'équilibre, c'est la sérénité. Donc c'est l'absence d'extrême. L'absence de dépendance aussi, peut-être? Et l'absence de peur aussi? Complètement. Mais après, la peur... elle n'arrive pas comme ça, c'est souvent des expériences de vie ou justement ce qui a été transmis par la société, l'école ou par la famille. Oui, souvent la famille.
Souvent la famille. Ouais. Ça, on en reparlera après. Du coup, on peut gagner peu, mais être surtout bloqué mentalement avec l'argent. Mais complètement. Complètement. Et comment on débloque? La première chose, c'est le travail sur soi. D'aller voir un psy. Oh, voilà, Non, je mais il y a rigole, pas c'est que... un peu d'humour, mais Voilà. il n'y a pas que ça. Oui, bien évidemment, c'est important de se faire suivre parce que c'est un espace qu'on s'autorise. Voilà, dans la thérapie, c'est plutôt ça. C'est que c'est un espace pour nous, c'est de l'énergie qu'on met pour soi. Et toute énergie qu'on met quelque part, du coup, c'est comme un agrégore en fait. Et du coup, on va pouvoir manifester ce qu'on souhaite. Un égrégore, on peut définir ce que c'est? Quand on met de l'énergie dans une idée, ça va créer encore plus d'énergie, en fait. Et du coup, c'est plus facile d'atteindre cette vision. C'est de la manifestation, en fait. Voilà. Oui. On viendra peut-être sûrement sur les vision boards aussi et les vision boards financiers dont on parlait en off. C'est que tu as des phrases ou des croyances que tu entends fréquemment chez des artistes ou des personnes que tu accompagnes. Et aussi, est-ce que tu as un exemple typique de danseurs-danseuses qui se sabotent ou de personnes qui se sabotent sans s'en rendre compte? Alors, en termes de croyances limitantes, je suis nulle avec l'argent c'est pas pour moi, l'argent va m'éloigner de mes valeurs ou de mon art. Je crois que c'est à peu près ça. Ou c'est trop compliqué aussi. Cette notion de c'est trop compliqué. Donc ça, c'est plutôt les croyances limitantes que je rencontre souvent. Après, la deuxième question, c'était... C'était s'il y avait un exemple typique de danseur ou de danseuse ce que tu travailles avec, qui se sabote sans s'en rendre compte. Pourquoi je dis danseur-danseuse? Parce que c'est vrai que je trouve que nous, c'est un peu moins tabou. Aujourd'hui, on parle d'argent, on ose un peu plus en parler, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu d'auto-sabotage des fois par rapport à ça. Je dirais que beaucoup de danseurs se sabotent parce qu'ils se voient généralement que comme des danseurs. Et ils ne voient pas toutes les compétences entrepreneuriales, sociales, empathiques, créatives qu'ils ont à côté. Et c'est plutôt cet auto-sabotage-là qui est présent. Alors que quand je vais commencer à accompagner des personnes sur leurs projets, donc j'accompagne beaucoup de danseurs, mais pour des projets qui sont en lien avec le milieu artistique et culturel, mais pas forcément dans la danse, je leur apporte la vision que j'ai. En fait, je retraduis leur vision en chiffres. C'est vraiment le travail que je fais. Ça paraît très simple, mais ça permet à ces personnes-là de se projeter dans l'avenir. Et je pense que c'est ça aussi l'auto-sabotage. C'est que parce qu'on n'a pas les compétences ou qu'on croit que c'est difficile, ou parce qu'on n'a pas l'entourage, ou qu'on reste dans son entourage aussi. On n'est pas curieux et qu'on ne va pas aller chercher... Mais parce que la zone de confort. Exactement. Aussi, sans s'en rendre compte, les habitudes, qui ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises, parce qu'on a chacun nos habitudes. Mais oui, ça peut être ça aussi. Et il y a un peu cet auto-sabotage où l'art, c'est un peu... ça sonne avec on vit au jour le jour, alors qu'en vrai, c'est très bien de pouvoir construire justement une stratégie à long terme de ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est même pas forcément en termes de carrière ou de projet, c'est qu'est-ce qu'on veut. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on veut, ça veut dire combien on veut gagner. Et quand on est clair là-dessus, du coup, c'est plus facile de mettre en place des actions et de l'avoir plus rapidement. Et je pense même que ces actions, intrinsèquement, elles se répercutent dans nos valeurs artistiques et dans notre art, globalement. Bien sûr. Et j'ai même envie de dire dans l'épanouissement, puisqu'on s'évite du stress, on s'évite plein de choses, en fait. Du coup, les croyances là qu'on a données et que tu as données, est-ce qu'elles sont réelles quand même pour certaines ou elles sont que héritées? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une réalité financière, économique, dans le milieu de la culture. Mais j'entends aussi de plus en plus de personnes qui disent oui, mais il y a des secteurs privés où il y a de l'argent. Donc, est-ce que l'un ne nourrit pas l'autre? C'est-à-dire, est-ce que la croyance réelle ne nourrit pas la croyance héritée ou la croyance héritée ne nourrit pas la croyance réelle?
Bien sûr, je pense que d'abord, pour répondre à cette question, il faut... on parle du travail de soi, mais c'est important de se connaître. Je pense que la plupart des gens se connaissent très peu. Et c'est un peu peut-être le but de cette vie, de se connaître vraiment. Donc, pas de pression par rapport à ça, pas de culpabilité par rapport à ça. Mais c'est hyper important de connaître son histoire pour savoir quels sont nos héritages de croyances, justement. Et après, tu disais... Oui, je faisais un parallèle entre peut-être est-ce que les croyances réelles pouvaient créer des injonctions sur les croyances héritées ou l'inverse et se nourrir entre elles, puisque comme je disais aujourd'hui dans la culture on manque d'argent, mais j'ai aussi l'impression qu'il y en a. Donc c'est peut-être aussi être capable de se dire mais moi je crois qu'il y en a, ouais. Je change mon fusil d'épaule et ma croyance, donc je vais aller là où il me semble y en avoir, et donc travailler pour être légitime d'en avoir. Oui, après, ça passe forcément par un processus de découverte personnelle pour aller déconstruire et aller chercher la vérité, enfin une autre forme de vérité, parce que effectivement, le monde artistique n'est pas forcément un monde de galère et c'est pas forcément un monde où il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. Faut bien savoir que c'est aussi le premier élément pour les classes riches de défiscaliser l'argent. Voilà, en faisant des dons, des œuvres d'art. Il y a plein de systèmes. Donc ça veut bien dire que l'argent existe. Il n'est pas forcément mis au bon niveau encore. Et ce qui est important de faire, c'est justement d'aller chercher cet argent et donc de travailler sur soi si on n'y arrive pas, que c'est pas clair et qu'on l'a pas encore, pour pouvoir faire descendre cet argent et le faire circuler pour que le monde artistique et culturel soit plus épanouissant. Ouais. Voilà. J'ai dit un mot tout à l'heure d'être légitime d'aller chercher de l'argent, c'est pas vrai, le mot légitime n'avait rien à faire là. Mais je reviens aussi sur, parfois, je donne ça comme exemple sur les line-up d'événements. Souvent on nous dit oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, mais quand tu regardes certaines personnes qui sont invitées, après c'est de la négociation en interne et personnelle, tu te dis oui, mais regarde, elle a été payée tant, donc finalement, il y a de l'argent. Encore une fois, ça dépend de la stratégie qu'on met derrière. On peut... en fait, les personnes ne font pas l'effort d'aller chercher l'argent. C'est plutôt ça. Il y a des subventions privées et publiques aujourd'hui qui existent. Ça demande des vraies compétences et ça demande une stratégie. Donc avant de faire des événements et de dire qu'on ne peut pas payer les gens, c'est plutôt prendre le temps de réfléchir à une vraie stratégie et d'aller chercher l'argent. Je ne dis pas que c'est toujours possible, mais en tout cas, c'est une mécanique à développer davantage. Et d'aller chercher, de connaître sa valeur aussi. Bien sûr. Complètement. Ça nous fait une belle transition avec le transgénérationnel dont on parlait tout à l'heure aussi. Tu travailles donc auprès de danseurs-danseuses qui veulent développer des projets dans d'autres domaines, pas forcément la danse, pas forcément artistique. Pourquoi les artistes, et notamment les danseurs, ont souvent un rapport compliqué à l'argent ? Et est-ce que c'est un problème de compétence ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond ? Alors, je pense que les danseurs, dans un premier temps, sont d'abord portés par leur art. Donc c'est plus la passion qui parle en premier. Et l'art, c'est quoi ? C'est l'expression. Alors que l'argent, c'est plus la structure, en fait. Donc on voit bien que l'argent peut justement, est un outil de cette expression, de cette passion. Donc c'est ce que je remarque auprès des danseurs que j'accompagne beaucoup, où ils vont être portés par une vision, mais du coup, ils vont être limités par les compétences et les outils pour pouvoir développer cette idée. C'est quoi les outils, toi, pour que tu donnes ou même quand on a des revenus irréguliers, par exemple, comme nous, danseurs, comment on s'organise concrètement au quotidien au niveau de sa gestion financière, en outils, je pense au tableau Excel, mais t'en as peut-être d'autres. Oui, alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les tableaux Excel parce que c'est un défaut professionnel. Voilà. Et pour moi ça passe par ça en fait. Par contre, il y a différentes temporalités, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une vision à long terme. Donc long terme, ça peut être à 5 ans, une vision annuelle et qu'on redéfinit chaque année, et ensuite une gestion mensuelle en fait. On est obligé de voir plus loin pour pouvoir anticiper les risques et arriver à nos ambitions de carrière en fait.
Donc ça passe pas forcément par une organisation, mais par contre, on n'est pas obligé d'être fort en gestion pour pouvoir le faire. On peut faire appel à des personnes comme moi ou d'autres pour pouvoir mettre en place un fichier qui... Moi, c'est ce que je fais souvent avec mes clients, c'est que je leur construis leur propre fichier qui répondent à qui ils sont, à comment ils travaillent, ce qu'ils aiment pas, pour pouvoir leur simplifier la vie. Qui est facile à prendre en main et on le revoit au fur et à mesure, mais on a tous besoin d'un outil. Après, j'utilise pas forcément d'application parce que quelque part l'application c'est moi. J'adore. Non, mais... Donc aujourd'hui j'ai pas forcément besoin, j'aurais pas la compétence financière, bien sûr que j'utiliserai certainement des applications. Aujourd'hui c'est plus mes compétences de processus en fait que j'établis dans mes fichiers Excel, mais on peut utiliser, on peut faire matcher l'IA aujourd'hui avec cette structure. Mais par contre la base, ça reste la même. Et c'est ce qu'on disait en off aussi tout à l'heure, c'est qu'on a beau faire un beau fichier Excel, si on ne sait pas ce qu'on met dans les cases, ça sert à rien. Complètement. Je le vois avec mes clients. Qui sont de bonne volonté, qui sont passionnés et qui ont aussi des compétences financières. Enfin, ils en ont. Donc moi, je fais mon petit fichier Excel sur leur projet et pour qu'ils soient contents et que ce soit plus clair, pour qu'on puisse échanger là-dessus, je fais des présentations souvent. Et bien malgré ces présentations qui sont simples, quelque part, je vois bien qu'ils ne maîtrisent pas leur business. C'est moi qui maîtrise leur business, mais eux ne maîtrisent pas leur business. Quelque part, business futur, hein, des idées de business. Et donc je suis obligée de prendre le temps de les éduquer sur comment j'ai construit mes idées. Donc c'est très simple. Je vais rien révolutionner en disant ça, mais on a toujours les recettes, les dépenses, le bénéfice, l'optimisation, en gros. Et la trésorerie. Trésorerie, très important. Ce qu'on peut payer, ce qu'on peut pas payer. Enfin, voilà. Et donc, je suis obligée de leur montrer en détail les tableaux Excel avec tous les chiffres, etc. Mais pour qu'ils comprennent comment j'ai construit mon idée et comment j'en suis arrivée là. Et du coup, j'en profite pour leur donner des étapes clés. Genre, par exemple, ça peut être la notion de TVA. Parce qu'il y a toute une partie fiscalité qui est aussi notre compétence. Hein. C'est pas forcément ma compétence, mais j'en ai au travers de mon travail. Et en fait, ça, tu peux établir tout un projet incroyable. T'as estimé tes recettes, t'as estimé tes dépenses. T'as oublié la fiscalité. T'as oublié la fiscalité, tu coules. Parce que l'État ne te rate jamais. Voilà. Donc, il y a ces mécanismes-là qui sont très inconnus encore. Ça veut dire qu'on va savoir ce que c'est une TVA. Mais en vrai, quand tu poses la question, personne ne sait... Enfin, non. Très peu de personnes savent vraiment comment ça se passe. Et donc ça, je prends beaucoup de temps, en fait, à expliquer ces concepts-là. Et donc j'ai une question, c'est quoi la TVA ? Tu m'as tendu une perche. Voilà, donc déjà ça dépend de ton statut juridique. Donc si tu es une association, t'as pas forcément de TVA, auto-entrepreneur non plus. Ça dépend ton nombre de... Si tu dépasses un certain nombre de chiffres d'affaires. Exactement, donc en société et quand tu as opté pour la TVA et que tu es soumis à la TVA, du coup, ça veut dire que sur tes ventes, sur tes recettes, tu vas collecter de l'argent pour l'État. Donc, c'est de l'argent que tu dois donner à l'État. Donc, généralement, en France, c'est 20%. En Suisse, ça peut être 8%. Donc, on voit bien aussi les inégalités. C'est bien la Suisse. Voilà. Et ensuite, donc, comme ils sont sympas, ils permettent une déduction par rapport à ce montant-là. La déduction, c'est le montant TVA qui se fait sur les achats. Donc sur tous tes achats, on va calculer du coup une somme. Et l'argent que tu vas devoir donner à l'État, donc la TVA à payer, ça va être ta TVA collectée, donc sur tes revenus, moins ta TVA déductible sur tes achats. Donc c'est ça que tu vas donner à l'État. Il faut pouvoir l'anticiper en fonction de tes recettes et tes revenus. Et il faut comprendre aussi les mécanismes parce que tu peux aussi faire de l'optimisation là-dessus. Par exemple, si tu montes un business où pour commencer, tu as besoin de faire beaucoup de travaux, enfin beaucoup d'achats, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de TVA déductible et tu vas pas forcément avoir en face de TVA collectée à un moment.
Donc tu vas avoir ce qu'on appelle des reports de TVA, c'est comme des enveloppes en fait, qui vont se ventiler chaque mois, jusqu'à ce que cette enveloppe soit totalement consommée par rapport à tes revenus, à la TVA collectée. Et donc quelque part, ça, si on le travaille de manière stratégique, ça peut t'aider dans ta trésorerie. Voilà, donc c'est des mécanismes qui sont fiscales, mais qui doivent être anticipés et qu'on peut faire aussi jouer sur nous. Tout comme la stratégie de trésorerie, c'est hyper important. C'est pas la même chose que ton projet, il peut être rentable sur l'année. Mais par contre, sur l'année, sur un mois donné, si tu as mal géré, tu n'as pas assez étalé des dépenses, négocié pour, par exemple, pas dépenser en octobre, mais plutôt en novembre parce que tu as une grande rentrée d'argent, et bien ça, en moins, si tu as un déficit sur ton compte, tu fais comment ? Bah, tu coules. Et tu peux rien faire parce que la banque, elle va pas forcément te prêter l'argent. Si tu as 6 000 € sur un mois en moins, comment tu fais ? Oui, bien sûr. Mais ça impose aussi au moment de la négociation de ces devis ou de ces prestations de ne pas se dire alors moi ma prestation elle vaut 100 en se disant bah, c'est bon je vais avoir 100 € dans ma poche. Non, c'est 100 €. Exactement. Et après il faut que tu rajoutes la TVA ou ils vont te l'enlever pour le coup, donc tu vas avoir quand c'est 20% c'est quoi 80, enfin, je dis un chiffre un peu comme ça mais 80. Donc finalement tu récupères pas 100, tu récupères que 80. C'est ça. Et à l'inverse, admettons, j'achète un casque parce que j'en ai besoin pour faire mes montages. Le casque vaut 400 €. Il y a 20% de TVA. Je sais pas, je dis une bêtise. L'État va me rendre 80 € de TVA. Ça dépend de tes ventes. Ça dépend de mes ventes. C'est toujours corrélé par rapport aux ventes. Voilà. Parce que c'est les ventes, en fait, c'est l'argent sur tes ventes que tu dois donner. Et aussi, ce que je vois par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est qu'ils ont cette logique très simpliste, en fait. Et c'est normal, hein, il n'y a pas de jugement quand je dis ça, mais souvent, quand je leur montre, quand ils me disent « Ah bah oui, en fait, donc j'ai tel revenu qui va arriver, et en fait, j'ai telle dépense, donc ok, ça va le faire. » Moi, j'arrive, je dis « Attends, je prends 5 minutes, je retraduis ta vision en chiffres, je pense à ce que tu n'as pas pensé, parce que du coup, moi, j'ai cette compétence que j'ai acquise. Et là, souvent, c'est « Ah, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. » Bah oui, t'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Voilà. Donc, ça peut faire peur. Et la plupart des gens que j'accompagne, souvent, je vois leur tête, mais vraiment s'effondrer. Et je leur dis, c'est que j'ai bien fait mon travail. Vraiment. Parce que ça te donne... Le savoir est une clé. Vraiment, faut l'intégrer. Le savoir est une clé. Ça fait peur, mais c'est une clé. Donc, si tu sais comment fonctionne ton business ou comment va fonctionner ton business, après, tu peux te préparer à toutes les situations. Et c'est là où, du coup, on va développer d'autres compétences, comme, justement, quelles sont les actions qu'on va mettre en place, égale l'adaptabilité. Ouais. Voilà. Autre exemple, admettons, pareil, je refacture à 100 €, donc je dois 20 € à l'État. On est d'accord que c'est la seule chose qui se passe dans ma trésorerie. Je perds 20 € parce que c'est ce que j'ai donné en TVA à l'État. Là, tu me parles que de l'État. Ouais, enfin, que de la TVA, pardon. Exactement, que de la TVA. Alors, attends, est-ce que tu peux plus préciser ton exemple ? Par exemple, moi d'ailleurs, je ne suis pas salariée de ma société. Donc je sais qu'à la fin de l'année ou à la fin du mois, je me verse pas forcément de salaire. Donc je paye pas non plus les flat tax par-dessus. On est d'accord que si j'avais prévu... Enfin, si je voulais avoir 100 € dans ma poche... Du coup, je fais un TTC un peu plus élevé pour avoir les 100 € et c'est OK. Bah, est-ce que t'as bien prévu toutes tes charges ? Oui. Sur le mois, est-ce que t'as pas un téléphone à payer ? Est-ce que t'as pas des charges dites fixes que tu ne vois pas ? Parce qu'en fait, faut toujours regarder la totalité de tes achats et la totalité de tes revenus. Donc c'est là où je mets toujours des warnings, parce que quand on me dit cette phrase, je me dis, c'est trop simple. Donc je continue dans mon exemple pour que tout le monde comprenne bien. Je n'ai pas de charge dans ma société. Admettons, j'ai pas de charge. J'ai décidé pour l'instant de rien faire passer en frais de société parce que, admettons, je débute et je ne sais pas comment faire. Donc t'as que des revenus ? J'ai que des revenus. Ok. T'as que des revenus, donc t'as une facture de vente. Ouais, de vente, ouais. Ok. Et tu n'as aucune facture d'achat ? Non, par exemple. Donc ça veut dire que tu n'as que de la TVA collectée. Voilà. Donc tu vas calculer tes 20% sur ton revenu,
Et c'est ça que tu vas donner en totalité, à l'État. Donc tu vas pas, comme tu dis, tu vas gagner 80% seulement et pas les 100%. Exactement. C'est exactement ça. Ok, voilà. J'espère que c'est assez clair. Sinon, n'hésitez pas à revenir 10 minutes en avance sur le podcast. Ou même d'aller creuser cette information, parce que là, on en parle. Justement, moi, je suis pas forcément là pour... je suis juste là pour donner des clés, mais après, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui en termes de contenu et avec l'IA, tu as juste besoin de connaître TVA et d'aller chercher par toi-même les informations aussi. Oui. Mais c'est important de connaître ça. On parle d'URSSAF, enfin, il y a plein de choses. Ouais, complètement. Ce qui était bien, c'est qu'à la base, c'était une catégorie transgénérationnelle, on a complètement dévié. C'est pas grave. Je rebondis un peu sur les infos qui peuvent aider. Parce que moi-même, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était la TVA. Et une fois que j'avais compris. Mais au début, c'est pas si simple que ça. Je reviens sur le transgénérationnel pour les personnes un peu plus dans la spiritualité ou pas justement, mais qui en tout cas auraient une appétence sur ça ou aimeraient travailler sur eux ou leur transgénérationnel. Comment notre famille et notre histoire influencent notre rapport à l'argent ? C'est très simple, on est éduqué avec des phrases presque automatiques en fait de nos parents, et en fait ce sont des idées. Et ces idées, du coup, on est éduqué avec, donc en fait, elles font partie de nous, mais elles sont pas nous. Donc forcément, ça nous impacte. Et le travail, je pense, de tout le monde, mais que ce soit dans le côté professionnel ou personnel, c'est vraiment de faire le travail d'identifier ce qui ne nous appartient pas. Mais pour ça, il faut du coup avoir un regard plus observateur sur nos parents, et sur nous-mêmes, pour pouvoir comprendre les mécanismes qui se sont joués, en fait. Comme les peurs. Tout à fait. Qu'on pourrait nous transmettre. Par exemple, si quelqu'un me dit, un parent ou une personne dans ma famille me dit « Oula, fais pas ça, parce que moi j'ai fait ça, ça va pas marcher ». Exactement. Mais ça veut rien dire. Parce que derrière, quelle était ta structure, quel était ton accompagnement, quel était ton objectif, quel était ton modèle économique. Ça se trouve qu'on n'a pas du tout les mêmes modèles économiques. C'est ça. Et aussi, on n'est pas dans la même génération. On parle de transgénérationnalité, ça va aussi avec les générations. Nous ne sommes pas les mêmes générations. On n'a pas les mêmes enjeux. On ne peut pas se comparer à nos parents ou nos grands-parents, pas du tout. Par contre, on peut faire des parallèles complémentaires. Voilà. Ne pas oublier l'histoire, ne pas oublier ce qu'on nous a véhiculé, c'est important. Mais on n'est pas dans les mêmes générations, on n'a pas les mêmes objectifs et devoirs, si je puis dire. Donc on a à apprendre de nos aînés comme nos aînés ont à apprendre de nous. Complètement. Moi, ma mère me dit tout le temps, à un moment, c'est les enfants qui éduquent leurs parents. Oui. J'aime beaucoup cette phrase. Elle peut... on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en fait, ça a du sens, parce qu'à un moment, le monde, il évolue sans cesse. C'est comme ça, c'est le monde. Forcément, c'est les nouvelles générations qui vont construire ce monde-là. Donc c'est bien eux, à un moment, qui vont devoir éduquer et faire bouger ce qui a été mis en place. Donc c'est normal que ça switch. Ouais. Comment on reconnaît qu'un schéma financier qu'on répète ne vient pas de nous ? Est-ce que tu as des exemples concrets ? Je dirais, les émotions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on l'a un peu dit, mais les émotions, c'est... Je vais reprendre la même chose, en fait. Les émotions, donc, c'est souvent la peur, la culpabilité ou la sensation de flou sur un sujet. L'incapacité d'agir, ça, pour moi, c'est vraiment ça. Et les phrases obsessionnelles. En fait, et du coup, on peut même prendre ces phrases-là et essayer de méditer dessus pour voir qu'est-ce que ça veut dire, en fait. T'as des exemples de phrases obsessionnelles que même toi, t'aurais pu avoir ou que t'entends ? Dans ma famille, je pense que ce qui s'est joué beaucoup, c'est la partie éthique. C'est-à-dire que avoir de l'argent, peut-être que ça va nous éloigner de nos valeurs. Et nous, comme on a beaucoup de valeurs, enfin en tout cas, c'est ce qu'on essaie on essaye d'être des personnes bien, ça veut pas dire parfait. Je pense qu'il y a beaucoup ça qui s'est joué. Donc j'ai dû vraiment déconstruire ce schéma-là. Voilà, me concernant, c'est ça. Ça fait sens, je trouve, avec aussi les représentations qu'on a de personnes qui gagnent de l'argent, parfois aussi avec leurs éthiques et leurs valeurs. Tout à fait. Où on se dit, oula, elle a gagné tant, mais par contre, au niveau des valeurs, ça va pas. Du coup, je vais pas gagner d'argent parce que je vais devenir comme ça.
Exactement. Et je peux même faire un parallèle par rapport au monde professionnel. C'est que du coup, j'ai eu mes croyances par rapport, on va dire, à ce point de vue éthique, donc qui était très fort dans ma famille. Parce que quelque part, j'ai jamais eu de difficulté à créer de l'argent. Ça veut pas dire être riche, hein, loin de là. Mais c'est juste créer des mécanismes qui me permettent de créer de l'argent. Donc j'ai été bloquée d'un point de vue éthique, où du coup je sous-estimais ma valeur, où j'avais tendance même à pas forcément mettre de prix sur ce que je faisais, sur mes compétences. Plutôt d'un point de vue, je t'aide. Voilà. Et donc je me monétise pas, et c'est pas à faire, parce que c'est aussi du temps. Et le temps, c'est, à mon sens, la chose la plus importante qu'on fait. C'est pas l'argent, c'est le temps. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. Dans le milieu professionnel, en travaillant en entreprise, en fait, j'ai pu observer aussi ceux qui avaient de l'argent. Comprendre comment ils fonctionnaient. Qu'est-ce que je n'avais pas en moi par rapport à ça. Et donc, ça m'a permis aussi de déconstruire énormément de choses, de comprendre pourquoi ils en étaient arrivés là. C'est qu'eux, ils étaient très clairs. Hein. Et peu importe que ce soit pour un but vertueux ou non, enfin, c'est parce qu'ils sont clairs avec ce qu'ils veulent. Donc forcément, j'aime bien dire cette phrase, mais l'argent va où c'est clair. Point. C'est comme ça. Le chemin, il est tracé, l'argent suit. Vu que c'est un outil, en fait, bah, ça suit une vision claire. Donc, j'ai beaucoup déconstruit de choses. Et surtout, je me suis dit, attends, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que si eux ont l'argent et qu'ils le font, qu'ils n'en font pas quelque chose de bien, il faut absolument que moi j'ai de l'argent parce que je sais que je vais essayer de faire des choses bien. Donc, encore une fois, c'est une question de redistribution. Je pense que la nouvelle ère, c'est un peu ça. C'est comment créer des systèmes qui vont redistribuer l'argent autrement. En parlant de nouvelle ère, je fais un parallèle avec ton média. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode, mais c'est ce que j'expliquais dans la présentation. Tu as un média qui s'appelle Dear New Era. Et je vous laisse aller découvrir, sauf si tu veux en parler. Ça parle de finances, d'argent. Oui, je dirais que c'est plus ma vision des choses. Donc c'est pas une vérité en soi. Hein. Tout le monde, enfin chacun est libre de penser ce qu'il souhaite et de pas être d'accord avec ma vision des choses. Je suis juste là pour essayer justement de créer des ouvertures de pensée qui sont peut-être différentes pour aider les personnes à créer cette nouvelle ère. On le voit. On arrive à la fin d'une ère avec l'IA, la robotique, etc. Il y a plein de métiers qui sont en train de disparaître. Et des nouveaux qui se créent. Exactement. Mais ils sont difficiles, du coup, à identifier. Il y a aussi la peur de l'inconnu pour tout le monde. Hein. On se dit, on a tellement été conditionné par un système que du coup, on se dit, mais attends, comment ça va fonctionner demain ? Est-ce qu'on arrive même à essayer de penser à un autre système ? C'est très difficile. Donc, pour moi, je suis là pour ouvrir des consciences, donner de la compétence financière parce que c'est un outil clé. Le monde est dirigé par l'argent, donc il faut, et ça va continuer. Mais par contre, on peut choisir d'être plus engagé et on peut choisir comment on veut construire le monde de demain. Moi, c'est mon positionnement et c'est mon engagement. Voilà. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire dans ce média. C'est vraiment à la fois d'ouvrir les consciences sur plein de choses. Donc je fais un croisement un peu entre le développement personnel et la finance et aussi donner des outils très clairs en termes de finance. Je reviens sur Tu penses que le fait de ne pas s'éduquer financièrement, ça va creuser encore plus les écarts entre les classes sociales ? Ah mais c'est certain. C'est déjà le cas, je pense. C'est certain. Aujourd'hui, en plus, on n'a plus le droit à cette excuse parce que les informations sont disponibles. Donc c'est primordial, mais ça ne veut pas dire devenir expert. Et c'est peut-être ça aussi des fois ce qui nous limite. On n'a pas besoin d'être expert en finance, on a juste besoin de connaître comment ça fonctionne. Et ensuite après, c'est très bien parfois de déléguer aussi ces parties-là à des personnes qui en sont l'expert pour se focaliser sur sa spécialité. Voilà. Je reviens sur un point que tu t'as abordé tout à l'heure, c'est que tu avais du mal, toi, des fois, à monétiser ta valeur et quand tu aidais des personnes. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est de l'ordre féminin ? Il y a une réponse dans la question déjà. Complètement. Parce que c'est un sujet aussi qui est très présent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, où les femmes ont tendance parfois un peu à sous-estimer leur valeur monétaire et financière plus que les hommes.
C'est, comme tu l'as dit, c'est un constat qui est réel, que ce soit dans les événements entrepreneuriaux qu'on organise, on le constate énormément. Il y a un peu ce sentiment d'imposteur, en fait, chez les femmes, et quelque chose de plus dramatique, en fait. Et on retrouve la même chose dans le monde professionnel. Ce que je constate, si je dois essayer de mettre des mots dessus, c'est que côté masculin, j'ai l'impression qu'il y a cette part de jeu qui existe encore. On s'amuse à essayer de convaincre l'autre. On s'amuse à essayer de se donner des compétences qu'on n'a pas encore. Parce qu'on croit en nous aussi, il y a ce truc-là. Chez les femmes, il y a quelque chose de plus grave. On voit tout de suite la responsabilité. Et donc, du coup, ça nous empêche, je pense, de prendre de la hauteur. Et on est vraiment ramené à ok, je m'engage. Ou je suis pas sûre de pouvoir donner ça. Voilà, on est plutôt dans le réel et on n'est plus dans le jeu. Ouais. Et il y avait un sujet aussi sur ce qu'on avait abordé un peu off, c'était sur la sexualisation peut-être aussi plus féminine que masculine. Et ça crée aussi des écarts là-dessus. Ben, c'est vrai qu'il y a en tant que femme, on se protège beaucoup parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de sexualisation. Il y a des vrais sujets par rapport à ça. Et du coup, on a toujours peur que ce soit cette sexualisation qui arrive avant nos compétences. Donc je dirais que c'est plus une forme de protection qu'on se met, où on sait aussi que potentiellement, comme il y a des milieux aujourd'hui plus masculins dans les corps dirigeants, ça veut dire que on doit être capable, on doit se sentir capable d'introduire ces systèmes de direction qui sont encore un peu trop masculins. Et ça veut pas dire que c'est mauvais. Oui. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, il n'y a pas de... Voilà. C'est pas on a tendance à croire que c'est un peu aujourd'hui les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes, pas du tout. On a aussi besoin, je pense, pour évoluer, autant de compétences, entre guillemets, dites féminines et masculines, ou du moins là où on a tendance aujourd'hui encore à catégoriser. Exactement. Pour séparer, alors que non, on a besoin de s'inspirer des uns des autres. Complètement. Je mets vraiment des gros guillemets, je genre, pour justement... oui. Mais me tombez pas dessus. On parle d'énergie masculine et d'énergie féminine. Voilà, c'est ça. Si tu devais donner justement 3 bases financières essentielles pour un danseur, une danseuse, même une personne qui est intermittent, qui est freelance, qui est entrepreneur, entrepreneuse, ce serait quoi ? Base financière. Donc déjà, ce prévisionnel financier. Ça, pour moi, c'est un outil indispensable. C'est un exercice qu'il y a à faire parce que c'est là où on va se rendre compte de plein de choses. Donc ça, en fait, le financier est un outil de stratégie. Voilà. Donc c'est la première chose à savoir. Ensuite, les mécanismes de ce qu'on a dit tout à l'heure, fiscal, en fait. C'est très important de connaître l'environnement dans lequel on vit. En fait, on ne peut pas essayer d'évoluer si on met des œillères sur des choses aussi structurantes qu'est la fiscalité. Donc ça, c'est hyper important. Je pense que c'est bon. Bien. Et du coup, j'allais rebondir sur le prévisionnel financier permet justement à un danseur, une danseuse, un artiste, peu importe, de penser plus facilement business. Oui, en fait, quelque part, ça va simplifier les actions. Là où parfois les actions peuvent être floues parce qu'on ne sait pas comment aller chercher l'argent, développer sa carrière, etc., en fait, le fait de faire cet exercice-là crée un plan d'action qui est très clair. Et en fait, je pense que ça enlève même beaucoup de stress, ça simplifie le chemin. Sauf que, effectivement, on ne nous a pas forcément éduqués dans ce processus, en fait. Ok. Et quand on n'est pas éduqué financièrement dans ce processus, on peut avoir du mal à fixer ses prix aussi, à donner ses prix. Donc, c'est important de le faire pour fixer ses prix et avoir encore plus conscience de sa valeur artistique, personnelle et monétaire. La question de fixer ses prix, pour moi, elle est très globale, dans le sens où elle dépend de plein de facteurs.
quand on est danseur, on est donc souvent sur une prestation de service, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de coût derrière. Ou il peut y avoir des coûts de vie aussi qui est important à quantifier. Alors que quand on va être sur des business, par exemple, où c'est un produit qu'on vend, là, le prix, on est obligé de passer par l'analyse des dépenses avant de pouvoir mettre un prix. Donc c'est deux approches différentes entre la vente de biens et la prestation de services. C'est deux visions différentes. Dans le prix, il y a plein de choses. Il y a ce qui se fait via la concurrence, donc faire de la veille. Mais même faire de la veille, ça t'oblige pas à mettre les mêmes prix. Après, c'est une question aussi d'envie, d'estime. Donc c'est très personnel aussi, je pense. Ok. Et donc tout ça, le fait encore une fois de travailler sur soi, de se développer personnellement, ça permet d'avoir un autre rapport à l'argent. Complètement. En tout cas, qui ne résonne plus peur, fausse croyance, aussi syndrome de l'imposteur. De l'imposteur, mais aussi de la victime. Ok. Tu vois, j'y arrive pas. Je pourrais jamais y arriver. Et puis de développer des ressentiments comme de la colère ou des choses comme ça qui peuvent avoir des vraies conséquences sur la santé. Voilà, les émotions non évacuées, ça crée des maux dans le corps. Et donc c'est important. On parle de maux dans le corps. Toi, t'as vécu un burn-out aussi. Et ce que je disais dans ta biographie, c'est ce burn-out, il a tout changé. Qu'est-ce que tu as compris à ce moment-là sur toi, sur ton rapport au travail, à l'argent? Tu l'as peut-être déjà certainement dit au début de l'épisode, mais je pense que ça peut être un bon rappel ou une continuité. Donc, pourquoi j'en suis arrivée à faire un burn-out? C'est parce que y a une part chez moi qui est très forte, c'est la passion. Je fais les choses avec passion. Je fais, bizarrement, je fais mon travail de financière avec passion. C'est peut-être bizarre. Pourquoi c'est bizarre de dire ça? Tu trouves que... Dans l'imaginaire collectif, c'est bizarre de dire ces mots, mais moi j'adore mon métier parce qu'en fait je peux aller partout. Et je l'ai compris très vite d'ailleurs. Et je suis beaucoup allée dans le milieu culturel grâce justement à mon métier. Donc quand j'ai compris que je pouvais aller partout et que je pouvais m'amuser et faire plein de choses, voilà, je le fais par passion. Il y a vraiment ce truc de détective où tu vas essayer de voir, attends, il y a un problème ici, comment je vais essayer de le résoudre, etc. Moi, c'est la partie que j'aime le plus dans mon métier. Donc on en était là, j'ai perdu la question. La passion, du coup, on parlait du burn-out. Oui. Donc voilà. C'est un lien peut-être en étant trop passionné. Trop passionné, donc du coup, je mets beaucoup trop d'énergie dans ce que je fais. Donc ça, c'est ma responsabilité. Parce que le burn-out, c'est souvent ce qu'on voit pas toujours, c'est notre responsabilité. Donc la passion... aussi, j'étais dans une quête de me prouver à moi-même, au travers des autres, ce que je valais. Voilà, d'un point de vue professionnel. Donc je pense que c'est ces deux facteurs-là qui, à un moment, m'ont amené à dépasser mes limites, plein de limites, physiques, de valeurs et d'énergie. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est la première fois où j'entends mon corps me parler. Mon corps me parle. Mon corps me dit « Ah là, ça va pas. Là, t'es dans le mauvais chemin. Va falloir que t'arrêtes. » Et pour ça, tu vas plus dormir. Tu vas plus pouvoir te lever. Et tu seras obligé de t'arrêter. La chance que j'ai eue, je pense, c'est que du coup, j'étais déjà dans un travail personnel depuis longtemps. J'ai des parents qui sont thérapeutes, donc ça aide. J'ai vraiment été baignée là-dedans depuis plus jeune, même si la jeune moi n'était pas du tout là-dedans quand j'étais plus jeune. J'y suis arrivée par mes propres moyens aussi. Mais du coup, j'ai tout de suite su, quand mon corps a réagi, ce que je devais faire. Donc je suis pas restée dans un environnement qui me correspondait plus. C'est-à-dire que j'ai vu et je me suis dit, ok, je peux pas rester là-dedans. Donc je m'arrête, je respire et ensuite je vais dire que j'arrête. Donc je suis allée voir ma responsable et je lui ai dit, écoute, je sens bien que c'est plus possible, j'aimerais qu'on arrête, mais qu'on arrête de manière intelligente. Donc on a prévu, je suis partie, je crois que j'ai dû l'annoncer en septembre, mais je suis partie en décembre. Ça s'est fait naturellement, progressivement, intelligemment. Donc voilà, mais c'est la première fois, je pense, que mon corps m'a parlé. Mais c'est bien d'avoir des personnes au-dessus de toi qui ont su t'écouter aussi de manière intelligente, parce que je suis pas sûre que tout le monde ait conscience de ce que c'est qu'un burn-out. Il faut avoir un peu d'empathie et d'intelligence émotionnelle pour comprendre. Tu parles par rapport à mes responsables ? Oui.
Je pense que ça venait plus de ma compréhension à moi. C'est-à-dire que j'étais claire, dans tous les cas. J'étais claire, je ne pouvais pas rester. Donc à partir de là, comme je pose mon intention et qu'elle est claire, l'autre va répondre de manière claire. Voilà, c'est plus ça. Je pense que ça aurait pu pas se passer de la même manière avec une autre personne qui aurait vécu la même chose. Ça, j'en suis persuadée. Donc c'est important d'être clair, encore une Toujours. fois, et de poser ses limites. C'est la clé de tout, hein. Vraiment. La clarté attire l'argent. Exactement. L'argent va là où c'est clair. Exactement. On peut le mettre sous plein de formes Tout à fait. différentes. Ok. Tu parles d'énergie. Tu m'as parlé un peu aussi en off d'astrologie, de spiritualité, d'ésotérisme, si on peut dire aussi ce mot-là. Comment ça s'intègre concrètement dans le business et la prise de décision ? Je vous rassure, elle n'arrive pas avec sa boule de cristal devant des PDG et des DG, pas du tout. Donc tu vas nous expliquer pour un peu désacraliser tout ça et tout ce rapport qu'on a à la spiritualité. Alors d'abord, ce sont comment dire, enfin, je suis curieuse, donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, des autres mondes que je suis allée regarder, observer. Tout ça, ça me permet, encore une fois, de prendre du recul, et je pense que c'est ça la clé, en fait. Prendre du recul, essayer de visualiser mon environnement, dans quel environnement je suis, comment je le comprends. Et une fois que j'ai compris l'environnement, c'est plus facile, du coup, de trouver des solutions et de les proposer aussi aux personnes qui font partie de cet environnement-là. Donc, je pense que en m'intéressant à tous ces sujets-là, ça m'a permis de voir encore plus grand le monde dans lequel j'évoluais. Du coup, ce que ça m'a apporté, c'est la foi. La foi. Si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Pourquoi je vais forcer un passage qui n'est pas ouvert ? Alors, je mets des guillemets là-dessus, quand même. Ça veut pas dire éteindre un feu et une intuition qu'on a à l'intérieur de soi. Je suis juste en train de dire que c'est pas juste le moment. C'est différent. Donc, ça m'a permis de développer une foi. La temporalité aussi, c'est-à-dire que quand que la vie c'est des mouvements, enfin c'est un mouvement perpétuel, donc en fait c'est un changement perpétuel, donc on est obligé de s'adapter et de changer tous les jours, j'ai envie de dire. Donc ça m'a permis de comprendre ça, et je pense que ça développe aussi une forme de sensibilité, d'intuition et d'empathie. Et j'ai envie de parler d'intuition, pourquoi ? Parce que dans le monde dans lequel on va, où c'est très difficile d'identifier la vérité et la réalité des choses, la seule chose demain qui va nous permettre de le faire, c'est l'intuition. Vraiment. Donc du coup, c'est important de la développer pour garder sa liberté personnelle, professionnelle, après tu le déclines dans tous les domaines. Donc tous ces autres science, monde, enfin on met le terme qu'on veut, m'a permis de prendre de la hauteur et d'être encore plus créative en fait. Complètement. Ton intuition, tu la développes comment ? Avec le temps. Il n'y a pas de magie. Avec le temps, je suis beaucoup en observation de moi-même, des autres, du monde. Je pense que ça m'aide beaucoup. J'écris plein de choses, j'écris mes rêves, j'écris ce qui se passe dans ma vie. Et en fait, souvent, je me rends compte à quel point il y a des choses qui sont arrivées peut-être 3 ans avant et je les comprends 3 ans après. Voilà, donc c'est l'expérience, le temps. Mais je dirais aussi, on ne travaille pas pour rien sur soi. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait dans ma vie me permet littéralement d'être mieux dans ma vie aujourd'hui. Je peux le dire. C'est-à-dire que oui, il y a du travail ça demande du temps, des fois de l'argent aussi, de travailler sur soi, etc. Ouais. Mais tout ce que j'ai fait, si je regarde ma vie, mais je suis beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc quelque part, ça sert à ça aussi. C'est ne plus subir des situations professionnelles, se sentir libre. Et être libre, c'est quoi ? Parce que ça aussi, c'est une définition que je trouve très intéressante. Être libre, c'est quoi ? Enfin, en fait, on sait tous ce que c'est, être libre. Par contre, c'est difficile de l'être vraiment, parce qu'il y a toujours des impacts sur les autres. Et il y a des autres qui veulent avoir des impacts sur nous, professionnels, personnels, familial, etc. Donc c'est cet juste équilibre
d'être libre, donc de suivre son intuition et de choisir le chemin qui nous est personnel et singulier, sans impacter les autres ou sans se sacrifier pour les autres. Et c'est un équilibre qui s'ajuste tous les jours, toute la vie. Complètement. C'est un flux, c'est énergie, c'est comme l'énergie, c'est comme Tout à le fait. mouvement, la danse, l'argent. Tout à fait. C'est un mouvement. Bah justement, je parle de danse, parce que tu danses aussi. Mhm. Qu'est-ce que la danse t'a appris sur l'argent et le business ? Il y a cette notion justement de flux. Le mouvement est un mouvement, est un flux corporel. L'argent est un flux, est un flux. Donc, ce que la danse m'a appris sur l'argent, je ne sais pas si c'est la bonne question. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon rapport. Je réfléchis. Mais c'est peut-être juste ça, c'est peut-être juste le flux et se dire qu'il y a toujours ce mouvement et que des fois d'arrêter d'être en mouvement, c'est ce qui peut bloquer aussi ses rapports à l'argent, son rapport à Oui. la danse, son rapport... Ça veut pas dire qu'il faut pas s'arrêter, c'est important Exactement. de prendre des pauses, mais de toujours se dire que ça ne va pas bloquer quelque chose, Oui. de s'arrêter. Et je dirais que du coup, c'est très complémentaire. La danse, pour moi, m'a permis d'identifier les endroits où j'étais pas libre, où j'avais des croyances, parce qu'en fait, le corps ne ment pas. Et donc, quand on danse, on voit en fait où ça bloque. Là où des fois, quand on fait un travail sur soi, plutôt avec la parole, on le voit pas aussi clairement. Donc, à chaque fois, je dirais que c'était complémentaire. Là où j'évoluais en danse, j'évoluais aussi dans mon rapport à l'argent. Parce que, comme on a dit, il y a cette vision claire, mais cette vision claire, elle vient pas du jour au lendemain. C'est aussi le fait de s'assumer, enfin, on devient de plus en plus assumé dans son positionnement. Et le fait d'être plus assumé, ça peut se passer par la danse, parce qu'on gagne du coup en estime de soi, via tout ce qu'on connaît dans le monde de la danse. Et donc je pense qu'ils sont très complémentaires. Et comme on a dit tout à l'heure, la danse, l'art, c'est l'expression. L'argent, c'est la structure. Donc, c'est hyper complémentaire, en fait. Je pense qu'on va avoir des bonnes clés en sortant de cet épisode. J'espère. Tout le monde aura un bon rapport à l'argent, c'est cool. Ou du moins, on l'utilisera comme un outil et peut-être aura une autre vision de... C'est vrai que ce que j'aimerais vraiment, en tout cas, pouvoir transmettre, c'est que l'argent est un outil. Et en aucun cas est une image de soi. L'argent qu'on gagne ne nous définit pas. Il y a un peu ce truc que j'entends depuis toujours, en fait, cette recherche de vouloir devenir riche. Voilà, il y a un peu le rêve américain qu'on a en conscience. Sur les réseaux sociaux, même encore aujourd'hui, on voit tellement de contenu qui nous dit comment devenir riche demain, etc. Pour moi, ça, c'est une croyance limitante. Parce que pourquoi... Déjà, c'est très difficile de devenir riche. C'est un fait. Et en plus de ça, pourquoi devenir riche ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que du coup, on s'est interrogé sur cette phrase qu'on va dire peut-être trop vite j'ai envie de gagner au loto, j'ai envie de devenir riche, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Et encore une fois, on en revient au sens, à la clarté de qu'est-ce qu'on veut construire. Je dirais plus aujourd'hui de déconstruire ce mythe et plutôt se dire je veux gagner l'argent que j'ai besoin pour être épanouie, pour pouvoir construire ce que j'ai envie de construire. Et ça change tout en termes d'énergie. Mais vraiment, ça change tout. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la notion de richesse, elle est très personnelle. La richesse, ça peut être en bonne santé, construire une famille... avoir un toit, se sentir en sécurité, c'est vraiment très personnel. Ce que tu dis est très juste et souvent on pense que la richesse égale la réussite. Ce que tu es en train un peu de dire. Et j'ai envie d'inviter chaque personne à s'interroger sur ce qu'est la réussite pour soi. Et je peux prendre des exemples. Est-ce que la réussite, du coup, ça va être un chiffre qu'on va gagner à un moment dans sa vie ? Est-ce que ça va être un acte qu'on a accompli ? Est-ce que c'est comment nous perçoivent les autres ? Voilà, qu'est-ce que c'est la réussite pour soi ? Et donc, du coup, on va définir quel est le niveau de richesse et la richesse qu'on souhaite. Et après, tout le reste en découle. Oui, bien sûr, la réussite, ça peut être aussi de réussir à se libérer de peur, de croyances et pas forcément tout ce dont on parlait, d'être associé à l'argent
ou à la réussite personnelle. En tout cas, c'est ce qui sera important pour cette nouvelle ère qu'on est tous en train de construire ensemble. Je rappelle, Dear New Era. faut mettre des petits moments de pub comme ça. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, pas de souci. C'était très bien, très clair. Okay. J'avais une question aussi sur... pour ma part, je trouve que les danseurs, on est des entrepreneurs. Il y a une part d'entrepreneuriat. Après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément structurer une équipe, monter une société, mais je trouve qu'il y a beaucoup de complémentarité et de similarité. Est-ce qu'un danseur ou une danseuse qui progresse vite, ça a les mêmes qualités qu'un entrepreneur ? Un danseur a les mêmes qualités qu'un entrepreneur. C'est ce qu'on disait, ouais. Mais souvent, il ne le voit pas. Parce qu'il va devoir... déjà, il y a une part de créativité, il y a la gestion des partenaires, il y a la construction de carrière, il y a plein de choses. Donc, est-ce que tu peux me répéter ta question ? Du coup, si effectivement un danseur n'a pas conscience de ça, il va peut-être pas progresser de la même manière qu'un entrepreneur qui aurait conscience de ça. Non, du coup, je fais un lien avec ce que tu viens de dire. Oui. Parce que ma question, c'était est-ce qu'un danseur qui progresse vite a les mêmes qualités qu'un entrepreneur ? Si les compétences sont aussi là, quelque part. Totalement. Et j'aimais bien ce que tu as dit juste avant. Tu sais ce que tu as dit. Parce que on peut faire ce parallèle entre danseur-entrepreneur. Oui. Je pense que c'est important pour un danseur d'intégrer le fait qu'il est entrepreneur. Après, il y a des niveaux et des compétences différentes. En fonction de là où on est, des opportunités qu'on a eues et où on veut aller. Mais c'est la clé pour aller plus vite et encore une fois pour rendre son chemin plus clair. Donc c'est important de se poser avec soi-même et de définir ses compétences. Depuis le début, c'est la chose la plus importante qu'il faut retenir. C'est vraiment s'interroger sur soi d'abord. Ce que j'ai envie de dire, c'est presque de faire une roadmap de soi. On pose sur une feuille, on est qui, on a quoi comme compétences, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore faire ou qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce que j'aime. Et en fait, le fait de l'avoir écrit et de laisser écrit, de rajouter parfois des choses au fur et à mesure, ça donne un état de lieu de qui on est. Et on peut s'amuser à faire des croisements qui sont hyper intéressants entre des facettes de nous. Et surtout, rajouter la part de qu'est-ce que les gens disent de moi. Ça, c'est hyper important. Et c'est grâce à cette audit, si je prends un terme professionnel, de cette audit de soi, qu'on va pousser dans notre réflexion, creuser justement peut-être et déconstruire des croyances limitantes et s'inspirer pour créer de nouveaux modèles et d'avoir des idées qui peuvent être du coup monétisées, rentables, etc. J'ai aussi envie de revenir sur un point, c'est j'aimerais en tout cas déconstruire le fait qu'on doit avoir seulement un projet. Pour moi, on est plein de petits projets et c'est peut-être ça aussi des fois la clé du succès. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets qui ont des essences plus commerciales. Et il y a des projets qui vont avoir une essence plus sociale. Des fois, dans des projets, si on met la question de l'argent, il perd tout son sens, le projet. Donc, on vit quand même dans ce monde, on doit vivre et donc gagner de l'argent. Mais du coup, j'aime bien cette vision de petits projets. Nous, on est un grand projet, et à l'intérieur de nous, on a plein de petits projets. Et l'un peut financer l'autre, et vice-versa. Donc c'est aussi, du coup, développer cette vision-là, créer des ponts, et là, on peut commencer à faire des choses hyper intéressantes. Tout comme, par exemple, utiliser plusieurs formes juridiques. On peut avoir une association, on peut avoir une société, on peut avoir un statut d'auto-entrepreneur, et comment on joue, et j'ai bien envie d'utiliser le mot « jouer », avec ces structures. Mais il faut encore connaître, du coup, comment ça fonctionne, les limites, etc. Et c'est là où, en fait, on va commencer à vraiment créer de l'argent ou faire jouer l'argent qu'on a et qu'on va être dans une démarche plus d'optimisation et de construction et on va éviter de subir. On a tendance à dire que les riches s'enrichissent. C'est un lien avec complètement. C'est parce le qu'ils fait de connaître, oui. Bien sûr.
Ils connaissent ces fonctionnements. Ils connaissent les règles du jeu. Exactement. T'as le jeu défini et le jeu indéfini. Et en fait, le but, c'est de identifier ce jeu, donc ce jeu connu, c'est la structure dans laquelle on est, et de jouer avec ces règles-là. Parce qu'on a, on a quand même une grande liberté et des possibilités avec ça. Voilà. Est-ce que on peut déconstruire et changer les règles du jeu sans les connaître? Ou est-ce que ça demande quand même un... Enfin, pas sans les connaître, mais ce que je veux dire, c'est que plus les codes. Parfois, j'entends souvent, oui, je pense que pour déconstruire, il faut d'abord connaître les règles du jeu, s'implanter dans les codes d'un domaine, et ensuite on peut déconstruire. C'est une fausse croyance. Pourquoi ? Parce que ça va nous empêcher d'y aller. Il y a l'expérimentation qui est hyper importante et on expérimente en faisant. Il y a plein de choses qu'on va apprendre en faisant. Donc, faisons-le, apprenons et faisons un bilan à ce moment-là. Exactement. Écoute, fin du bilan. On arrive à la fin de l'épisode. Si on devait justement, un petit peu pour résumer, changer une chose dans le rapport des artistes à l'argent, ce serait quoi ? On bannit la phrase de « je suis nulle avec l'argent » et que l'argent est un outil qui permet de structurer l'art. L'art égale l'expression. Vraiment, si on doit retenir ça, c'est ça. Très bien. Et pour revenir un peu sur la New Era, oui. C'est quoi la nouvelle ère de la finance selon toi ? Selon moi, oui. Parce que c'est très personnel, du coup, c'est une vision beaucoup plus engagée. Il y a à déconstruire des systèmes qui ont été mis en place, redistribuer l'argent, qui est parfois stagné à certains niveaux. Et donc, ça demande cependant d'avoir un positionnement fort et d'avoir des actions qui sont en lien avec nos valeurs. Pour moi, de toute façon, c'est ça la clé. Si nos actions ne sont pas alignées avec nos valeurs, il y a une zone floue, et dans ces zones floues, il ne peut rien se passer. Donc, pour moi, la nouvelle ère, c'est ça. Très bien. Et on va parler aussi un peu de tes projets, tes envies futures. Ce serait quoi ? Mes envies futures, c'est... J'ai vraiment envie de pouvoir contribuer à la culture, au sens large. Donc, je le fais déjà. D'un point de vue, donc j'apporte mes compétences financières à ce milieu, à des projets. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de pousser davantage et continuer à suivre mon intuition, à créer des espaces ou des business que je sens être juste à ce moment-là et continuer le travail sur moi. Voilà. Yes. Donc tu fais de l'accompagnement personnalisé, du coaching, du consulting ? Oui. Donc c'est clair, n'hésitez pas à contacter Maëva. Surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin de cet épisode en ayant passé le cap de la TVA, c'est que ça vous a plu. Donc, et si vous n'avez pas compris la TVA, justement, n'hésitez pas à contacter Maëva. Tout à fait. Et aussi, peut-être pas attendre que ça aille mal ou de pas comprendre pour contacter. Souvent, on a tendance à attendre d'aller mal pour aller voir, par exemple, un ostéo ou faire du sport pour se remuscler parce qu'on... Non, je pense que c'est bien aussi de quand on va bien, de continuer à se faire accompagner et de toujours avoir du feedback de d'autres personnes parce qu'on n'a pas tous les mêmes formes d'intelligence, les mêmes formes d'accompagnement. Donc voilà, même si ça va bien, n'hésitez pas à contacter Maëva. Je suis disponible. Est-ce que tu aurais un dernier mot, une dernière phrase pour clôturer cet épisode ? Est-ce que j'ai une dernière phrase ? Eh ben, je souhaite à tout le monde un très bon rapport avec l'argent et ses projets, parce que derrière l'argent, ce sont les projets qu'on a envie de mettre en place. Voilà. Yes. Merci beaucoup Maëva. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, et je sais qu'il vous a plu parce qu'il vous plaît à tous et à toutes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner. C'est aussi grâce à vous que le podcast et le média continue à vivre et continue d'exister et existe aussi un petit peu. Voilà, c'est grâce à vous. Donc merci d'être là chaque semaine, tous les jours. Je vois dans les statistiques que vous êtes présentes et ça me fait chaud au cœur. Donc merci, à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao, ciao. Vas-y Maëva.
Oui, comment tu vas aujourd'hui? Ça va toujours bien. Toujours bien. Oui, bien sûr, la réussite, ça peut être aussi de réussir à se libérer de peur, de croyances. Non, t'as dit quelque chose de très intéressant, mais qu'est-ce que t'as dit? Parce que pour moi, la phrase, elle est... On peut mettre un point d'exclamation, tu vois, derrière, et il n'y a pas trop de suite. Par contre, tu as développé et t'as dit quelque chose de très intéressant. Ah mince, je sais plus ce que j'ai dit. Je dis quelque chose? Oui. Oui, du coup, c'était pour continuer sur la question. D'accord.